Le Bitcoin, certains disent qu'il va aller à 1 million, certains d'autres disent que c'est une pure arnaque, que ça va aller à 0. Pour moi, sur le long terme, les deux valeurs sont totalement atteignables. Ça va juste dépendre de si le Bitcoin est une révolution ou simplement une bulle. Au moment où je tourne cette vidéo, le Bitcoin est à 75 000 €, mais ça va pas vraiment importer dans notre analyse parce que quand on parle d'un investissement, on parle sur le long terme, donc s'il y a une petite phase baissière, c'est pas un réel souci. Et pour savoir si le Bitcoin est une bulle financière, on va analyser les éléments qui caractérisent une bulle. Pour commencer, petite définition, qu'est-ce qu'une bulle financière? Une bulle financière, c'est quand un actif va avoir son prix qui décolle de manière totalement décorrélée à sa valeur actuelle, et ça, principalement dû à la spéculation. On peut avoir plusieurs bulles financières, autant sur la bourse, autant sur des objets de collection. On peut même avoir, par exemple, il y avait les Nike, les sneakers qui étaient très à la mode pendant le Covid, et du coup on avait des bulles où les gens achetaient tout simplement ces Nike dans l'espoir de le revendre plus cher. Pour détailler les étapes qui constituent la vie d'une bulle financière, je vous ai pris deux grandes crises. Donc on va avoir la crise internet des années 2000 et la tulipomanie qui s'est passée aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Du côté de la bulle internet, comment ça s'est passé? D'abord, on a eu la vision que internet était le futur, donc c'était vrai fondamentalement, mais en fait n'importe quelle entreprise allait rajouter .com à son nom juste pour avoir en fait l'aspect on est cool, on travaille sur internet, et du coup les gens allaient investir sans même regarder les business models de ces boîtes, et du coup il y a eu un effet d'emballement. Les boîtes de la tech, les boîtes internet ont pris des valeurs totalement démesurées qui n'étaient pas du tout alignées avec en fait le potentiel chiffre d'affaires qu'ils pouvaient faire, et du coup à la fin quand les investisseurs se sont rendus compte, ils se sont retirés, ils ont voulu vendre leur position et le marché s'est tout simplement écroulé. On a eu en fait la capitalisation de toutes les boîtes du Nasdaq 100 qui regroupe les 100 plus grosses boîtes tech des États-Unis. Il a baissé cet indice de 80%, et en fait 50% des boîtes constituant cet indice ont tout simplement fait faillite dans les années qui ont suivi. Et de l'autre côté, on a la tulipomanie qui est connue pour être la première bulle spéculative de l'histoire de l'humanité. Donc comment ça s'est passé à la base? Les bourgeois hollandais, ils adoraient les tulipes, c'était rare, c'était beau, et c'était un symbole tout simplement de luxe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les marchands se sont dit il y a de l'argent à se faire. Donc petit à petit, en fait, les prix des bulbes, les bulbes qui étant le moyen de créer des tulipes, ils ont commencé à se vendre de plus en plus cher parce qu'on se disait mais si je peux avoir des tulipes rares grâce à ce bulbe, je vais pouvoir la vendre très cher, donc ce bulbe a intrinsèquement de la valeur. Et petit à petit les prix se sont emballés, et le prix s'est tellement emballé qu'il y a même des histoires disant que quelqu'un a échangé sa maison contre un bulbe, tout simplement parce que ce bulbe allait créer des tulipes tellement belles et tellement rares qu'il allait pouvoir vendre ces tulipes une fortune. Et en fait c'était vraiment une histoire de spéculation. Ce bulbe a une valeur énorme, donc je pourrais le vendre plus cher, donc il faut absolument que j'achète maintenant. Et c'est là que la bulle a commencé à se créer, c'est là que tout s'est emballé, et bien sûr à la fin on s'est rendu compte que les prix étaient totalement démesurés et le marché s'est écroulé en quelques jours. Et pour reconnaître une bulle pendant qu'elle est en train de grossir et avant qu'elle explose, pour moi il y a 4 grands critères. Donc premièrement, on va avoir la surexcitation du marché, c'est-à-dire que les gens vont acheter sans même se préoccuper du business model, ils vont acheter et reacheter simplement parce que ça monte. On a eu tout simplement ça pendant la bulle internet. Les gens ne savaient même pas ce que c'était internet finalement. On leur a dit ça monte, ça va continuer de monter, internet c'est le futur, cette boîte elle a .com dans le nom, c'est sûr c'est une boîte de fou, vas-y faut investir, faut poser de l'argent le plus vite possible avant que ça continue de monter, et là tu auras loupé une occasion. Le deuxième critère, ça va être une idolâtrie, une croyance aveugle, c'est-à-dire que les investisseurs pensent dur comme fer que l'actif est une valeur sûre, qu'elle ne peut pas perdre en valeur, qu'elle aura toujours de la valeur, et ça en fait ça va faire qu'ils vont faire des paris totalement fous. Par exemple pour la crise des tulipes, les gens échangeaient leur maison, c'est-à-dire l'endroit où ils vivent, ça paraît totalement démentiel, pour un bulbe. Les derniers critères, c'est que les investisseurs sont persuadés que le prix ne peut que monter, et il peut monter très fortement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond, on peut faire du x5, on peut faire du x10, on peut même faire du x100. Et le dernier critère qui est en fait symptôme des 3 critères précédents, la FOMO, donc la peur de louper une occasion en or. Les gens voient tout le monde acheter, tout le monde est persuadé que c'est un actif qui ne peut que monter, il faut absolument que j'achète sinon je vais louper le train. Développons le premier critère pour le Bitcoin, la surexcitation du marché, c'est-à-dire que les gens achètent et rachètent sans même se prendre la tête d'étudier le business model ou comment ça fonctionne. La question que je me pose souvent sur Bitcoin, c'est combien de gens seraient réellement intéressés s'il n'y avait pas l'appât du gain, s'il n'y avait pas ce potentiel de faire x2, de faire x10 dans le futur. Combien s'intéresserait vraiment à la technologie Bitcoin? Déjà, dès qu'on parle de scalabilité, on perd beaucoup de gens parce que certains pensent que le Bitcoin peut être utilisé comme une monnaie, comme le dollar ou l'euro. Mais non, c'est juste pas possible. On peut pas payer sa baguette avec du Bitcoin. Ça sera juste pas réalisable mécaniquement, techniquement parlant. Et pourquoi? C'est parce que le Bitcoin n'est pas scalable. On ne peut faire pas plus de 7 transactions en moyenne par seconde avec du Bitcoin. C'est-à-dire, imaginez à l'échelle mondiale, c'est totalement délirant. Rien qu'en France, on fait plus de 500 transactions à la seconde. Donc en fait, c'est juste pas possible. La blockchain Bitcoin, de sa nature, techniquement parlant, ne peut pas monter à l'échelle mondiale pour faire des échanges de monnaie rapides. Et si on plonge dans la technique, combien comprennent la cryptographie, combien comprennent les concepts de clés privées, clés publiques, moi je pense qu'on perdrait beaucoup de monde là-dessus, et c'est pour ça que pour moi, les gens qui investissent sur Bitcoin sont surtout là pour la spéculation. Et c'est même pas dur de
de trouver des influenceurs crypto comme Asher qui avouent que 98% des gens sont là pour la spéculation. Quand un investisseur particulier vient mettre de l'argent sur la crypto, il vient pour l'utiliser en tant que monnaie, il vient pour spéculer, il vient pour un investissement. Pour 98% des gens, ils viennent pour spéculer. Ils viennent pour spéculer, hein, ouais. Totalement. Non, je pense qu'il faut être capable de le dire. Ça me fait penser vraiment à la bulle d'Internet. Donc le critère de surexcitation du marché est bien présent sur le Bitcoin, et que vous soyez là pour la spéculation ou non, en fait ça ne change pas. Si la grande majorité est là pour la spéculation, alors le marché sera spéculatif. Il faut pas oublier que la blockchain est un milieu très spéculatif où justement le prix est souvent décorrélé totalement de la valeur. On n'oublie pas, quand on avait l'époque des NFT avec ces dessins de singes, celui que je vous mets à l'écran, il est monté à 3,4 millions de dollars simplement pour une image, mais elle était sur la blockchain, donc ça avait de la valeur. Mais on va me dire, tu parles de blockchain, tu parles pas de Bitcoin, tu dis n'importe quoi. Oui, on y arrive, on passe à la partie idolâtrie et croyance avec ce Bitcoin, c'est-à-dire que les gens sont persuadés que c'est une valeur sûre et que ça ne peut pas descendre à zéro. Les arguments qui vont être poussés là, c'est que le Bitcoin, c'est une révolution, c'est le futur, et surtout si vous n'avez pas de Bitcoin, et en fait vu que toutes les autres monnaies vont dévaluer, vont tomber à zéro, en fait le dollar, l'euro ne vaudront plus rien, du coup vous allez vous mordre les doigts de ne pas avoir de Bitcoin. Et ce fanatisme, il se traduit par le fait qu'on est tellement convaincu qu'on peut même faire parler Warren Buffett, parce que si Warren Buffett était à notre place, il achèterait du Bitcoin. Alors évidemment, c'est inconfortable de racheter maintenant, évidemment, il faut avoir la vision, évidemment, c'est pas facile, évidemment, on a des doutes, tout le monde a des doutes, mais croyez-moi, si Warren Buffett avait 20 ou 30 ans actuellement sur le marché des cryptos, croyez-moi qu'aujourd'hui, il serait en train d'acheter et non pas en train de vendre. Et cette mentalité quasi de culte, elle est justifiée par le fait que les gens voient la technologie Bitcoin comme une technologie infaillible. Donc de base, les banques nous mentent, ils impriment de la monnaie, donc ils font dévaluer notre monnaie. On a le Bitcoin qui en fait a une quantité limitée, donc ça c'est très sympa. On est sûr que ça va pas dévaluer, il n'y aura pas d'inflation sur le Bitcoin. Et de l'autre côté, en plus, c'est sécurisé, c'est décentralisé. Il y a une blockchain qui protège toutes les transactions. Personne ne peut arrêter nos transferts, donc c'est libre, décentralisé et surveillé par la communauté. Et cet aveuglement, il fait oublier que la technologie Bitcoin, elle date de 2009, donc à l'époque, je ne pense pas que le ou les développeurs avaient pensé que ça serait un si gros succès et du coup que ça devrait processer des transactions dans le monde entier à une échelle si grosse. Et depuis 2009, il y a d'autres blockchains qui sont nées, qui sont en fait beaucoup plus efficaces énergiquement et aussi en termes de temps, on peut faire beaucoup plus de transactions à la seconde. Donc en fait, il y a des nouvelles solutions technologiques qui sont en fait intrinsèquement meilleures que le Bitcoin si on regarde que l'aspect technologique. Et je pense que ces limitations technologiques sont la raison pour laquelle on n'a jamais utilisé le Bitcoin comme monnaie, du moins quand ça a été tenté, ça n'a pas été un succès. Par exemple au Salvador, on s'est rendu compte qu'en plus de la volatilité assez forte du Bitcoin, on allait avoir aussi des temps de traitement, en fait les temps de transaction qui étaient entre 30 minutes et 3 heures, c'était beaucoup trop lent. Et cette croyance aveugle, on la voit bien dans les commentaires, souvent les pro-Bitcoin ont totalement oublié la notion de risque, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, ça veut dire que en fait ça va remonter un jour ou l'autre, hein. Et aussi, quand on n'a pas compris le Bitcoin, c'est qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui va pas bien dans notre tête. Voilà, on va dire que Charles Gave ne comprend pas l'économie, on est encore tôt, la technologie est trop compliquée pour lui. Voilà, c'est pour moi un raisonnement plus émotionnel que rationnel. On est persuadé, on n'a aucun doute, on a oublié toute notion de risque. Le troisième critère d'une bulle financière, c'est le fait que les investisseurs sont persuadés que le prix ne peut que monter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, on peut faire encore x10, x100. Sur le Bitcoin, on va souvent dire si vous aviez acheté il y a 10 ans, vous auriez fait x100, et dans le futur, si vous avez ne serait-ce que 1/100 de Bitcoin, vous allez pouvoir faire vivre votre famille, acheter une maison, enfin, ça paraît totalement délirant, ça voudrait dire que le Bitcoin atteindrait des millions, et les gens, en fait, en sont juste persuadés que on a eu un x100 avant, donc pourquoi pas avoir un x100 après. Si on regarde l'or, qui est un actif souvent comparé au Bitcoin, on va avoir en fait un pattern bien différent dans les mentalités. L'or est vu comme une valeur refuge. C'est quelque chose qui va suivre l'inflation, voire la battre un peu, mais c'est vraiment la conviction des investisseurs qui investissent dans l'or. Ça va monter si l'inflation monte, et sinon ça va être assez stable. Voilà. C'est une réserve de valeur, c'est une histoire de sécurité, on s'attend pas à faire x10. Alors que côté Bitcoin, on est persuadé que ça ne va jamais s'effondrer, ça va toujours monter. À chaque fois que je vois des vidéos analyse du cours du Bitcoin, on prévoit une explosion à venir, c'est toujours le même pattern. On a eu une longue phase de latéralisation ici, donc qui a pris la forme d'une réaccumulation, et si vous voulez, à ce moment-ci, tout le monde disait la même chose. C'est la fin du bull run, les alt-seasons ne performent pas, j'en ai marre, je veux revendre, je veux quitter ce marché, c'est trop dur psychologiquement. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une nouvelle expansion sur Bitcoin. Et actuellement, on est juste sur une nouvelle phase de latéralisation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va juste avoir une nouvelle phase d'expansion. Et si vous achetez ici, eh bien, vous serez gagnant quand on arrivera ici, tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, c'est inconfortable de racheter maintenant. Évidemment, il faut avoir la vision. Et ça, en soi, je comprends. Hein. J'investis sur quelque chose, j'attends à ce qu'il monte. Hein. C'est le but d'un investissement à la fin. Mais sur Bitcoin, ça va quand même plus loin. On est persuadé que ça ne peut que monter. Donc en fait, il ne faut jamais vendre parce que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Et puis, si ça descend, après tout, c'est des soldes parce qu'à la fin,
ça va finir par monter. Et ce que je trouve encore plus fou, c'est que dans le Nasdaq 100, il y a une entreprise MicroStrategy qui en fait a un business model autour du Bitcoin. Et quel est son business model? C'est contracter de la dette pour acheter du Bitcoin derrière. Donc ça veut dire que je te demande de l'argent pour acheter du Bitcoin et dans 5 ans, bah, je te rembourse si possible et je te rembourse en actions aussi. Enfin bref, ils ont tout un système, un business model assez bizarre, mais en fait le business model s'écroule totalement si le Bitcoin descend. Donc il y a un vrai excès de confiance là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, un acteur privé comme vous et moi ne peut pas emprunter de l'argent pour spéculer. En fait, c'est interdit parce qu'en fait ça a déjà créé plusieurs bulles derrière. Et ces 3 critères, quand ils fonctionnent ensemble, ils créent de la FOMO, c'est-à-dire que les gens vont acheter simplement parce qu'ils voient tout le monde autour d'eux qui sont en train d'acheter. Et cette peur de manquer une grande occasion, c'est vraiment un comportement humain assez classique, hein. Tout le monde le fait, donc il faut que je fasse. Tout le monde m'en parle en bien, donc ça doit forcément être bien. Et puis le prix ne fait que monter, donc il faut absolument pas que je rate le train. Et l'idée, c'est du coup, les 3 critères fonctionnent ensemble, ils créent cette peur de manquer un événement qui n'apparaîtra qu'une seule fois dans ta vie. Et le résultat de tout ça, c'est que la peur de manquer une opportunité va prendre le dessus sur la raison. Et cette machinerie, elle fonctionne bien grâce aux crypto-influenceurs qui vont vous dire que les cryptos, c'est forcément l'investissement du siècle. En même temps, ils parlent de ça sur leur chaîne, ils en sont convaincus. C'est comme moi quand je vous dis d'investir sur des ETF, hein. C'est normal. Mais aussi, on va avoir plein de publicités qui vont vous permettre d'investir en crypto très facilement. On commence à avoir beaucoup de banques, de néo-courtiers qui, en fait, ont un moyen d'investir sur des cryptos directement depuis une app. Donc ça devient très très facile d'investir en Bitcoin notamment. Et pour finir, on va voir tous les commentaires des investisseurs, que ce soit sur YouTube et Twitter. Voilà, ils vont un peu prêcher la paroisse, mais en fait c'est normal, hein. Quand on investit sur quelque chose, on est persuadé que ce quelque chose va monter. Moi de mon côté, j'investis sur des ETF, je suis persuadé que les ETF vont monter. Ça sera peut-être pas le cas, je me serais trompé, mais en attendant, j'investirai pas des dizaines de milliers d'euros si j'étais pas convaincu que ça va monter. Bref, du côté du Bitcoin, par contre, faut pas trop s'attaquer parce que sinon, t'as rien compris, cette vidéo va très mal vieillir. De toute façon, t'achèteras le Bitcoin au prix que tu mérites. Donc si t'attends trop, tu l'achèteras à 1 million et tu regretteras de pas l'avoir acheté plus tôt. Donc pour moi, actuellement, le Bitcoin a tous les critères d'une bulle financière. Ça veut pas forcément dire que c'en est une, mais pour moi, ça suffit pour ne pas investir dedans. Donc actuellement, j'investirai pas sur le Bitcoin. Mais à noter que ça reste mon avis et mon avis à l'instant T. C'est-à-dire que dans 5 ans, peut-être le Bitcoin aura totalement évolué. C'est-à-dire que les États accepteront le Bitcoin, ça sera possible de faire des achats, des transferts. Enfin, qui sait? On peut pas savoir. Et là, à ce moment, bien sûr, mon avis va évoluer, hein. Mon avis évoluera en fonction de la situation. C'est juste qu'à l'instant T, moi, mon avis, c'est de faire plutôt attention. De toute façon, à la fin, ça reste votre argent, hein. Vous êtes grand, vous êtes majeur. Si vous n'êtes pas majeur, n'investissez pas, attention. Mais vous investissez sur ce que vous voulez. L'important, je pense, quand on investit, c'est d'être persuadé qu'on fait le bon investissement. Pour finir, n'oubliez pas que le Bitcoin est un jeu à somme négative. Dédicace à Clément, on discutait de ça, il m'a dit mais non, c'est un jeu à somme nulle. Bah regarde Clément, je t'envoie un Bitcoin, tu m'envoies 100 000 euros. À la fin, à ton avis, est-ce que toi t'auras un Bitcoin, moi 100 000 euros? Bah non, en fait il y en aura forcément un des deux qui aura perdu une partie de son actif parce que frais de plateforme, frais de transfert, bah oui, il faut faire fonctionner la blockchain, il faut faire fonctionner les plateformes. Le seul qui gagnera à la fin, pour sûr, ça sera la plateforme qui a fait l'exchange. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vos finances et à la prochaine.